Bonsoir et bienvenue dans Chronique criminelle, votre magazine de faits divers sur NT1. Chaque semaine, nous revenons en images sur des affaires judiciaires qui ont fait la une de vos quotidiens. Un crime, une victime, des suspects, un mobile et un coupable. Chronique criminelle refait l'enquête. Sans plus attendre, voici le sommaire de notre émission. Roubaix, le 15 août 2007, le petit Ennis, 5 ans, disparaît. Grâce à alerte enlèvement, il est retrouvé dans la soirée, mais son kidnappeur est un pédophile multirécidiviste. Calvi, le 11 mai 1995, une voiture bascule d'une falaise. À son bord, Mark Van Bers et sa femme qui s'en sort miraculeusement, à moins qu'elle n'ait quelque chose à voir avec l'accident. Tacoma, aux États-Unis, le 11 septembre 1995. Bob Henry est abattu en plein jour par un mystérieux agresseur vêtu de noir. S'agit-il de quelqu'un de son entourage? Le petit Ennis, 5 ans, est kidnappé le 15 août 2007 devant sa maison. Le plan alerte enlèvement est aussitôt déclenché et l'enfant est retrouvé quelques heures plus tard. La France découvre alors avec horreur que son kidnappeur n'est autre que Francis Évrard, un pédophile multirécidiviste. Comment cet homme a-t-il pu agir une nouvelle fois en toute impunité? C'est la question centrale de la fameuse affaire du petit Ennis. Il est 22h ce jeudi 15 août 2007. Un message d'alerte enlèvement vient d'être déclenché. Sur tous les écrans, toutes les routes et dans les gares françaises, une sirène stridente retentit. Un bandeau rouge interrompt les programmes. Un enfant vient de disparaître. Alerte enlèvement, Ennis Kajdo, un garçon de 5 ans, est porté disparu à Roubaix. Les secours et la population sont mobilisés. Le papa du petit Ennis, lui, est rongé par l'angoisse. Pour moi, mon fils, je me suis dit, je vais ou retrouver son corps, ou je vais jamais le retrouver. J'ai l'impression qu'il attend vraiment un miracle maintenant pour qu'on retrouve son fils. Et ce miracle va avoir lieu. Il y a eu l'appel qu'il fallait, l'appel pertinent, l'appel du chauffeur de taxi. Sur les indications du chauffeur de taxi de Roubaix, les enquêteurs repèrent au fond d'une impasse des grilles. Derrière les grilles, des boxes de parking. Derrière le box, l'horreur. Ennis est retrouvé sain et sauf, mais en compagnie de Francis Évrard, pédophile récidiviste. Il vient de passer 30 ans derrière les barreaux. On a affaire à un grand pervers qui est incapable de ressentir quelque souffrance que ce soit pour les autres. Enfant unique élevé par une mère dérangée et un père absent, lui-même victime de viol, Francis Évrard est diagnostiqué comme atteint de troubles mentaux dès son plus jeune âge. Condamné à 8 reprises pour atteinte à la pudeur ou viol sur mineur, il est à chaque fois relâché une fois sa peine purgée. Je comprends pas comment son médecin a pu juger qu'il était apte à sortir, parce que quelqu'un qui est plusieurs fois récidiviste dans ce domaine-là, il ne peut pas guérir. Ça, c'est dans le cerveau, c'est impossible. Toute sa vie, s'il aime ça, il continuera toujours. Alors comment ce violeur multirécidiviste a-t-il pu sortir de prison sans être suivi? Qui est vraiment cet homme qui reconnaît lui-même ne pas pouvoir contrôler ses pulsions? Que s'est-il réellement passé dans les 10 heures qui ont suivi la disparition du petit Ennis? Il est 13h30 à Roubaix, le 15 août 2007, lorsqu'Ennis et sa grand-mère font le tour de la grande braderie annuelle. Ennis a droit à un cadeau, une nouvelle paire de chaussures, et il n'a qu'une hâte, retourner à la maison pour l'essayer. Ennis, vous savez, quand il achète quelque chose, il faut qu'il l'essaye tout de suite. Il est impatient. Donc ma mère l'a déposé à la maison, lui a demandé si Ennis voulait repartir avec elle à la braderie. Il n'a pas voulu. Donc elle a laissé à la maison. À la maison, Ennis se retrouve seul avec son grand-père, Turan, d'origine turque. Mais celui-ci n'a pas le temps de s'en occuper. Mon petit-fils, il est venu avec son basket et le salama, il monte en haut. Il m'a dit, les papiers, attachez-moi à sa laisse. Mais j'ai dit, parce que j'ai fait travaux, là, cimenter quelque chose malama. Après, j'ai dit, attends 5 minutes, il est en bas. Je descends tout de suite. Mais une demi-heure plus tard, Turan n'est pas descendu. Son fils Mustapha rentre alors du travail. Et comme chaque jour, il cherche Ennis pour l'embrasser. Ce jour-là, donc, je suis arrivé à 14h30 à la maison. J'ai pas vu Ennis. Mustapha, il est venu, il criait en bas, il dit, papa, Ennis, il est là. Mais j'ai dit non, il est avec toi. Il m'a dit, j'ai pensé que tu étais déjà rentré, donc je me suis pas inquiété. J'ai fait non, moi je viens d'arriver. Mustapha et Turan doivent se rendre à l'évidence. Ennis a disparu.
Le père du petit garçon part immédiatement à sa recherche dans la foule de la braderie. J'ai cherché partout pendant au moins 20 minutes, en courant comme un fou, rien. Et là, de toute façon, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un problème. Le père d'Ennis est paniqué. Il veut immédiatement prévenir la police. Je suis arrivé au commissariat, j'étais en pleurs. En plus, la première chose que j'ai vue, c'est sur la gauche, vous avez donc des photos de plusieurs enfants disparus depuis 1989, 87. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit déjà, eux, ils n'ont pas été retrouvés encore à cette période. Donc le mien, j'avais aucune chance. Moi, pour moi, mon fils, je me suis dit, je vais ou retrouver son corps ou je vais jamais le retrouver. Donc déjà, j'étais très très mal, quoi. Pour moi, ma vie était finie. Ce jour-là, le responsable de la sécurité publique à Roubaix, le commissaire Franck Danroll, tente de rassurer le père. Un enfant aussi jeune qui disparaît, c'est toujours inquiétant, mais tous les scénarios doivent être envisagés. C'est une braderie, une grosse braderie à Roubaix, il y a beaucoup de monde. L'enfant peut être parti de lui-même ou avec des amis jouer dans un terrain vague à proximité. Un canal se situe à proximité, il peut avoir chuté. Il peut s'agir il peut s'être caché, il peut s'agir d'un jeu. Bref, toutes les hypothèses sont encore possibles à ce moment-là. Les policiers commencent leur enquête, tandis que Mustapha retourne à la braderie pour y poursuivre ses recherches. Il tombe alors sur un ami d'Ennis qui affirme l'avoir vu passer quelques minutes plus tôt, accompagné d'un inconnu. Lui, il m'a dit, bah écoute, on a vu Ennis avec un vieux monsieur en casquette, avec un plâtre bleu, il tenait par la main, il passait devant chez vous et puis il a longé la rue. Dès qu'il m'a dit ça, là j'ai compris tout de suite. L'affaire prend alors une toute autre tournure. Il s'agirait d'un enlèvement. Mustapha prévient les autorités. Le commissariat de Roubaix va devoir demander du renfort. Avec l'hypothèse d'un enlèvement, même si c'est qu'une hypothèse, c'est un fait très grave. Donc on avise immédiatement les autorités compétentes, le parquet, et puis donc les services qui sont aussi les plus à même de mener une enquête de ce niveau-là, donc la police judiciaire. À 17h30, la PJ de Lille est saisie. Lorsque le commissaire Speck, chef de la division criminelle, prend connaissance des faits, il a comme un pressentiment. Dès les premiers contacts que nous avons avec le commissariat de Roubaix, les contacts avec le parquet, nous savons que nous allons nous engager dans le processus alerte enlèvement. Première étape, rassembler du personnel. Il y avait toute la phase d'enquête à conduire sur le terrain. Donc là, nous avons rappelé à peu près une trentaine de fonctionnaires pour la police judiciaire. À 19h, les policiers sont prêts à médiatiser l'affaire en lançant l'alerte enlèvement partout en France. Mais il faut d'abord le feu vert du procureur. En attendant, ils ne peuvent mobiliser que la presse locale. Or, le JT régional vient de commencer. France 3 se dit prête à diffuser un message dans leur JT immédiatement. Vive inquiétude ce soir à Roubaix où un enfant de 5 ans a disparu. Il a été vu pour la dernière fois à la braderie du quartier de l'Homme-Lé aux côtés d'un homme. Sa famille est sans nouvelles depuis 14h30. On arrive à fournir une photo de l'enfant. On dicte en direct l'intervention de présentateur JT au moment même où il passe devant la caméra. Le signalement de l'homme qui a été vu avec lui, 40-50 ans, type européen, brun, le bras dans un plâtre. C'est une première démarche qui d'ailleurs apporte assez rapidement des éléments pertinents. Et effectivement, là, un premier témoignage est recueilli, en l'occurrence l'exploitant d'un débit de boissons de Roubaix, qui semblait avoir comme client le présumé ravisseur porteur d'un plâtre. Le patron de ce bar suit les infos régionales tous les soirs. Et le portrait du ravisseur lui rappelle l'un de ses habitués. Il venait, prenait son premier café le matin. Puis après, bon, on discutait un petit peu de tout et de rien. Bon, après, nous, le service, il commençait, lui, il allait faire un petit tour. Il revenait, puis il mangeait là. Pratiquement tous les midis, il mangeait ici. Le témoignage du cafetier est essentiel parce qu'il donne effectivement un nom, Francis Évrard. Là, on le passe aux fichiers police qui sont à notre disposition et on se rend compte que cet individu, malheureusement, a un profil de prédateur. L'affaire se complique. Francis Évrard est répertorié comme pédophile récidiviste. Il a déjà fait 27 ans de prison pour plusieurs viols de jeunes garçons. Il vient justement de sortir de détention.
là, la pression, elle monte d'un cran. À ce moment-là, c'est plus simplement un enlèvement crapuleux, mais ça pourrait être un enlèvement de nature pédophile, dont on sait que les issues sont souvent fatales. Cette information capitale arrive directement sur le bureau du procureur Philippe Lemaire. C'est le dernier élément qu'il attendait. Pour déclencher l'alerte enlèvement, il a besoin d'une description du ravisseur. Nous avons 2 témoignages de personnes totalement différentes. L'un, ce sont des voisins. L'autre, c'est le tenancier du bar dans lequel le futur ravisseur a ses habitudes. Et donc, à partir de ce moment-là, on est à peu près sûr que nous nous trouvons devant quelqu'un, un homme, qui a certainement enlevé un enfant. Et c'est là où on décide de mettre en œuvre la procédure d'alerte enlèvement. À 19h30, le procureur contacte les services de la chancellerie. Il leur expose les 4 critères nécessaires au déclenchement de l'alerte. La victime est mineure. L'enlèvement est avéré et l'enfant est en danger. Enfin, on dispose d'informations précises sur le ravisseur. À l'autre bout du fil, au ministère de la Justice, c'est Jean-Marie Huet, de la Direction des affaires criminelles, qui doit arbitrer la décision en quelques minutes. Et les collaborateurs de ma direction et moi, on échange dans un temps court, c'est vrai, mais une série d'informations pour être bien certain qu'on est dans les critères du déclenchement d'alerte enlèvement, parce que c'est un enfant mineur. Est-ce qu'il a été enlevé? Donc on a, avec les témoignages sur le jeune Ennis, un certain nombre de précisions. Est-ce qu'il y a un risque physique pour l'enfant? Oui, c'est évident. Et puis, est-ce que nous avons des indications qui vont permettre d'identifier le ravisseur? C'est aussi le cas. Jean-Marie Huet donne immédiatement son feu vert, mais il reste un dernier détail technique avant de lancer l'alerte. Il faut rendre opérationnel le centre d'appel du ministère de l'Intérieur situé à Nanterre, en région parisienne. C'est ici que vont converger tous les témoignages potentiels provoqués par la diffusion massive de l'alerte. Il faut rapatrier une trentaine de fonctionnaires de police pour réceptionner les appels. C'est la mission du commissaire Malon. On déclenche le rappel de tous les fonctionnaires. En 1h30, tout le monde était présent dans cette salle. La salle était opérationnelle et prête donc à recevoir les appels du public. À 21h, 6h30 après la disparition, l'alerte est déclenchée. Quand nous avons reçu le message de validation de la chancellerie, tout était prêt et on a appuyé sur le bouton. Appuyer sur le bouton, c'est prévenir les gares, les médias et les compagnies d'autoroutes du lancement de la procédure. Tous ces partenaires ont signé une convention et doivent se tenir prêts à tout moment. En soirée, la télévision est le premier média concerné. Le ministère envoie le contenu de l'avis de recherche à la chaîne par courrier électronique et 10 minutes plus tard, il est prêt à être diffusé. Donc on fabrique un bandeau déroulant qu'on doit diffuser tous les quarts d'heure. Et ensuite, on fabrique aussi ce carton avec ce même texte officiel, enrichi des photos. Et ce carton, on doit le diffuser à la fin des génériques des programmes. Tout ce dispositif dure 3 heures. À 21h58, la sirène retentit sur tout le territoire. Elle est volontairement angoissante pour effrayer le ravisseur. Il a 5 ans, mesure 1m30, de corpulence normale, de type méditerranéen, cheveux courts, noirs, les yeux marrons. En cas de découverte, n'intervenez pas vous-même. Téléphonez au numéro vert 0805 200. Le principe d'alerte enlèvement, c'est de créer les conditions d'une insécurité du ravisseur, qu'il se sente épié partout, qu'il ne puisse échapper au regard de personne. Le déclenchement de l'alerte entraîne la mobilisation des journalistes sur le terrain. Ce soir-là, Philippe Pochet et Wilfried Eke sont de permanence. Ils se rendent dans le quartier de la disparition pour enquêter. Et ils ne sont pas les seuls. Quand on est arrivé dans cette rue, tout le monde avait une affiche avec la photo du petit Ennis. Alors il y a des gens qui les collaient sur les pare-brises des voitures, d'autres qui les posaient au feu tricolore. Toute la rue était vraiment mobilisée, quoi. On rentre dans la maison du père, on tombe sur un père effondré. Il est désespéré en fait quand on arrive, puisque c'est le milieu de soirée déjà. Ça fait plusieurs heures qu'il n'y a plus de nouvelles du tout d'Ennis. Et donc il est effondré. Il attend
On a l'impression qu'il attend vraiment un miracle maintenant pour qu'on retrouve son fils. Je ne me suis pas arrêté une minute de chercher Ennis. J'ai été au bord du canal, dans les chantiers, dans les maisons en construction, dans les coins abandonnés. Je m'arrêtais à tous les coins de rue, je demandais à tout le monde s'ils n'avaient pas vu un enfant avec quelqu'un. Depuis 7h30 que j'ai signé pour alerte enlèvement, j'ai aucune nouvelle, je suis dans le noir complet. Et moi, c'est pour ça que je continue tout le temps mes recherches de mon côté. Au même moment, les policiers du centre d'appel croulent sous les témoignages plus ou moins crédibles. Lorsqu'à 22h15, un appel fait brutalement basculer l'enquête. Il y a eu près de 700 appels. Il y a eu l'appel qu'il fallait, l'appel pertinent, l'appel du chauffeur de taxi. Ce chauffeur, c'est Xavier Labarre, taxi à Roubaix. Il vient d'entendre l'alerte enlèvement à la radio et a reconnu le signalement d'un homme et d'un enfant qu'il a transporté plus tôt dans la journée. Bon, juste là, voilà, je les ai pris ici. L'enfant était vraiment hyper confiant et hyper ouvert. Il était là entre les deux sièges, il était à côté de moi. Et j'ai quand même posé quelques questions au gamin. Je sais alors comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben on va aller se balader, je m'appelle Yanis. Et au même moment, il a dit le prénom du gamin, tout ça quand je lui ai demandé. Donc je suis là, bon j'ai fait, bon il le connaît, ça doit être une de ses connaissances. Convaincu d'avoir transporté Ennis et son ravisseur, Xavier Labarre prend immédiatement le chemin du commissariat de Roubaix. Ce chauffeur arrive et puis bon, il nous dit voilà, moi, je reconnais le petit, c'est quand même un élément hyper intéressant pour nous, et je l'ai déposé à tel endroit. Donc là, nous on avait une métropole énorme à fouiller, là on a une piste concrète qui commence à se matérialiser. Les enquêteurs se dirigent alors vers le lieu où le chauffeur de taxi dit avoir déposé Ennis et son ravisseur. C'est une avenue commerçante en plein centre de Roubaix. Au fond d'une impasse, une grille. Et derrière cette grille, des boxes de parking. On trouve rien. On trouve des allées avec des gravillons et puis rien qui laisse à penser que quelqu'un vit ici. Aucun bruit, aucune porte qui s'ouvre. Donc on arrive à un moment d'hésitation. Si Ennis est passé par là, il a forcément laissé des traces. Les enquêteurs demandent alors le renfort d'un maître chien. À la brigade des pompiers cynophiles de Cambrai, Laurent Joignier est d'astreinte. À 23h, il reçoit l'ordre de rejoindre Roubaix. Il suspectait quelque chose, mais il ne savait pas quel garage c'était, donc il fallait que je détermine un endroit précis. Donc là, je lâche mon chien, il me marque une première fois la porte, c'est-à-dire il reste à l'endroit, il se met à aboyer, donc pour nous c'est présence d'odeur humaine. Bon voilà, avec le stress, je le fais repartir un peu, je le fais revenir, et là il me marque une deuxième fois la même chose. Donc là, je me retourne envers les policiers qui étaient là, et je leur dis, pour moi, il y a une présence d'odeur humaine dans ce garage. Donc là, on décide de forcer les box pour vérifier qu'il n'y a pas l'enfant là, l'urgence commandant cette action-là. Et là, je pense que l'équipe avec laquelle on était un coup de surprise. Et là, on tombe sur un matelas, une espèce d'installation de fortune, le petit Tennis qui est à proximité, couché à côté d'un homme qu'on identifie immédiatement comme Évrard. On saute sur Évrard, on le sort du box et puis un des officiers prend le petit. C'est comme ça que ça s'arrête. Il est 00h30. Ennis est retrouvé 10 heures après sa disparition. Par miracle, l'enfant est encore vivant. Les affaires d'enlèvement sont les plus sensibles à traiter pour un service de police et on sait très bien que c'est une course contre la montre qu'on joue contre le ravisseur. On avait quand même la vie d'un petit entre nos mains, quoi. Et d'arriver au bout du truc, c'était une grosse réussite et puis donc un soulagement, quoi, pour tous. On a tous poussé un gros ouf quand on a annoncé l'interpellation et puis surtout que le petit était sain et sauf. On était heureux. À 3h du matin, Mustapha passe récupérer son fils à l'hôpital, car Ennis a dû subir une série d'examens avant de pouvoir retrouver les siens. Toute la famille sera à jamais marquée par cette journée du 15 août 2007.
Mon fils, il m'a vu, il a eu le sourire, il m'a enlacé, il m'a dit « Je t'aime papa, tu m'as manqué ». Quand j'ai vu Viviane... Car Ennis est sain et sauf, mais il a hélas subi des sévices sexuels. Il a commencé à me raconter ce que Évrard lui avait fait, le vilain monsieur, enfin c'est ses termes à lui. Et c'est vrai que même là c'était dur parce que j'étais obligé de sourire, malgré qu'au fond de moi j'avais la colère et la haine, mais je voulais pas que mon fils se sente coupable ou qu'il croive qu'il ait fait une bêtise ou quelque chose, donc j'étais obligé de prendre ça avec le sourire. Le 26 octobre 2007, Francis Évrard comparaît devant la cour d'assises du Nord à Douai pour répondre de l'enlèvement, de la séquestration et de l'agression sexuelle du petit Ennis. Cet homme est évidemment responsable à 90% de ce qui s'est passé, s'il faut mettre des chiffres, mais j'ai la sensation quand même qu'il y a au moins un petit pourcentage qui le dépasse, qui ne dépend pas que de lui. On a affaire à un grand pervers, un grand manipulateur, qui est incapable de ressentir quelque souffrance que ce soit pour les autres. C'est donc à sa personnalité et à son passé que s'intéresse d'abord la cour d'assises. Selon les médecins, Francis Évrard est une personne amorale et égocentrique, doublée de pulsions qui l'auraient poussé à commettre des viols. Des pulsions qui auraient débuté très tôt. Originaire de Roubaix, Évrard est fils unique et grandit dans un milieu modeste. Selon son entourage, sa mère est un peu dérangée et son père absent. Très tôt, il présente une personnalité inquiétante. À 10 ans, il aurait été violé par l'un de ses voisins. Il commence alors à manquer l'école et commettre des vols. Rapidement, on diagnostique chez Évrard des troubles mentaux. Il est placé dans un établissement spécialisé, puis dans des maisons de correction en France et en Belgique. C'est là de nouveau qu'il aurait été victime d'abus sexuels et aurait commencé à développer lui-même une attirance insatiable pour les jeunes garçons. Il a alors 14 ans et se met à reproduire les mêmes scénarios obsédants que ceux qu'il aurait subis. En garde à vue, Francis Évrard affirme avoir connu plus de 40 enfants, sans pour autant révéler les dates ni les circonstances exactes. Seule certitude, il ne s'est fait prendre que 3 fois. À 29 ans, Évrard est condamné pour la première fois à 15 ans de prison pour viol sur mineur. À sa sortie, il récidive 9 jours plus tard, avec un attentat à la pudeur. Réemprisonné puis relâché sans obligation de se soigner, il agresse de nouveau un enfant. Cette fois, il écope de 4 ans de prison. Mai 1987, Évrard a 40 ans. Il a déjà passé la moitié de sa vie derrière les barreaux, mais ses pulsions ne se sont pas calmées. Il entraîne un garçonnet de 7 ans sur les bords du canal de Roubaix, puis lui inflige des violences sexuelles. 3 mois plus tard, c'est au tour d'un autre garçon de 8 ans. Il le bâillonne et le viole dans un champ. Pour ces 2 crimes, Francis Évrard est condamné à 27 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Nord, puis incarcéré à la prison de Caen. 2 juillet 2007, Francis Évrard bénéficie d'une libération anticipée sous surveillance judiciaire avec obligation de soins. À 62 ans, ses pulsions pédophiles sont toujours là. Le jour où il sort de prison, immédiatement il part acheter du Viagra. C'est vrai que c'est le premier réflexe qu'il a plutôt que de pousser la porte d'un psychiatre ou d'un médecin. Il avale alors une pilule de Viagra, enlève le petit Ennis à la braderie de Roubaix, le drogue, puis l'agresse. Il est la dernière victime inscrite au casier judiciaire de Francis Évrard. Des faits qui confirment sa personnalité perverse et dangereuse décrite pendant le procès. Une perversion qui apparaît au grand jour lorsque le pédophile visionne le témoignage de sa petite victime. Quand il a visionné donc la cassette d'Ennis, il avait donc le sourire aux lèvres. C'est très dur à encaisser. C'est comme je dis, à chaque fois je meurs un petit peu. Alors, pourquoi Francis Évrard, pédophile multirécidiviste, a-t-il été laissé sans surveillance après sa sortie? Pourquoi son suivi médical n'a-t-il pas été assuré? Comment a-t-il pu se faire prescrire un stimulant sexuel comme le Viagra? Je comprends pas comment son médecin a pu juger qu'il était apte à sortir, parce que quelqu'un qui est plusieurs fois récidiviste dans ce domaine-là, il peut pas guérir. Ça, c'est dans le cerveau, c'est impossible. Toute sa vie, s'il aime ça, il continuera toujours. La cour d'assises tente de répondre à ces questions en se penchant sur les carences du dispositif judiciaire. Premier dysfonctionnement, le fameux Viagra.
Votre client aurait évoqué une prise de Viagra? Oui, ça a été évoqué. Il y a aussi des questions à se poser sur la façon dont il a pu obtenir ce produit-là. En prison, non? Ça se pourrait. C'est bien en prison et à la veille de sa libération qu'Évrard réussit à se faire prescrire du Viagra. Pour y parvenir, il amadoue le médecin en prétextant son envie de retrouver une sexualité normale avec des femmes. Le docteur accepte, mais sans lire le casier judiciaire d'Évrard. Il prétend aujourd'hui ne pas y avoir eu accès. Pourtant, ce n'est pas ce que disent les experts. Dans le dossier médical figure une fiche du centre d'observation médicale qui mentionne la situation pénale de M. Francis Évrard, qui dit clairement qu'il a été condamné à 27 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises du Nord pour violence sexuelle sur mineurs de 15 ans. Second dysfonctionnement, Évrard est qualifié de 3P, c'est-à-dire pervers pédophile profond. Une caractéristique alarmante non précisée lors du transfert de son dossier. Ce n'est que 2 semaines après sa sortie qu'il arrive sur le bureau de la juge d'application des peines. Mais elle est partie en vacances et personne ne prend le relais. Francis Évrard est donc livré à lui-même, sans surveillance ni suivi médical. Lorsqu'il est enfin convoqué, il vient d'agresser le petit Ennis, la veille. L'avocat d'Évrard dénonce ce suivi trop tardif. Car selon lui, son client n'est pas réfractaire aux soins. Il aurait même demandé une castration physique en adressant une lettre au président de la République, quelques jours avant son procès. C'est peut-être aussi la conséquence du fait qu'il est fatigué, qu'il ne trouve plus de solution, que la solution des soins, malheureusement, on n'a pas pu véritablement la tester sur lui puisque à sa sortie, il devait être pris en charge et qu'il n'a pas été pris en charge. Et cette lettre adressée à Nicolas Sarkozy, la voici. Pour le père du petit Ennis, cette attitude n'est qu'une mascarade. Je suis indigné, je comprends pas. Parce que pour moi, je pense que c'est une manipulation pour sa défense. Parce que c'est vraiment bizarre que ce soit 10 jours avant le procès. L'opération qu'il propose est une opération qui n'est pas possible, qui est interdite. Ce n'est absolument pas quelque chose qui va dans le sens du respect de l'être humain. C'est vraiment du grand n'importe quoi que cette déclaration. Pour les experts, cette démarche est une supercherie. Car lors de son précédent séjour en prison, Francis Évrard accepte une castration chimique dans l'espoir d'obtenir une libération anticipée. Mais ne la voyant pas arriver, il stoppe net son traitement. Pire, en 2007, juste avant sa sortie, il refuse carrément tout traitement hormonal. Évrard a 63 ans. Il a commis ses premières agressions à 16 ans. 4 crimes avérés, sans doute beaucoup plus. Lors du procès, tous les experts sont unanimes. Il n'a pas changé et ne changera plus. Qualifié de prédateur sans remords, les traitements hormonaux ont peu de chances de réussir sur lui. Évrard est donc considéré comme incurable. Une impasse pour la répression pénale et la psychiatrie, mais aussi pour la famille d'Ennis. Je pense que de toute façon, comme disaient les experts, Évrard c'est quelqu'un qui est irrécupérable, qui sera toujours pareil. Donc la seule chose à faire avec lui, c'est vraiment de l'enfermer pour qu'on puisse protéger nos enfants. Et j'en suis ravi, mais c'est pas encore fini, on va pas être content maintenant, puisqu'il faut que les jurés aussi suivent ce qu'a demandé l'avocat général. Et ce que demande l'avocat général pour Francis Évrard, la réclusion criminelle à perpétuité. Une peine lourde mais inéluctable pour l'avocat du père d'Ennis. C'est un réquisitoire qui, bien évidemment, nous rend tristes. Parce qu'il est basé sur le fait que nous n'ayons pas d'autre solution et qu'en qualité d'homme, en qualité d'humain, en qualité d'avocat, nous ne pouvons qu'être tristes de voir que nous sommes en 2009, presque en 2010, et qu'il y a encore des hommes que nous ne pouvons pas aider et que nous ne sommes pas capables de remettre sur le droit chemin. Le 30 octobre 2009, le verdict tombe. En France, on a appris cet après-midi la condamnation de Francis Évrard à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Il comparaissait devant la cour d'assises de Douai pour l'enlèvement et le viol du petit Ennis en août 2007 à Roubaix. Je suis quand même satisfait et je pense que Ennis sera content aussi. Parce que pour moi, il mourra en prison, quoi. La perpétuité, l'élimination n'a pas été prononcée d'une part. D'autre part, la peine de sûreté est diminuée également. Symboliquement, c'est important. Et troisième chose, peut-être quelque part paradoxalement le plus important, on a
reprononcer une obligation de soins. Je crois que la Cour a trouvé le bon équilibre, a trouvé le bon chiffre et il n'y a aucune envie de notre part d'un deuxième procès. Je crois qu'il faut qu'on passe à autre chose, que l'on reconstruise son papa, que l'on reconstruise Ennis et qu'on tourne effectivement une page. La reconstruction, une étape difficile pour Ennis et sa famille. Le petit garçon reste traumatisé par cette affreuse rencontre. Et maintenant, il fait beaucoup de cauchemars, quoi. Mais plus il grandit et plus il dort très très mal, il devient beaucoup agité. Il est vraiment traumatisé. L'affaire ne reste pas sans conséquences. Très vite, le président de la République s'empare du dossier. Nicolas Sarkozy reçoit le papa et le grand-père d'Ennis à l'Élysée. Si je suis venu aujourd'hui ici, c'est que pour les lois puissent changer, qu'ils soient plus sévères pour des monstres comme cette personne-là, parce que je trouve pas ça normal qu'il puisse être dehors, surtout que tout le monde savait en prison des gardiens aux co-détenus qu'il allait recommencer. Avec les ministres de la Justice, de la Santé, de l'Intérieur et le Premier ministre, des mesures sont annoncées pour empêcher les pédophiles dangereux de récidiver. Ils ne sortiront plus automatiquement de prison à la fin de leur peine. Ils seront d'abord examinés par un collège de médecins. Et si ce collège des médecins reconnaît leur dangerosité, ils ne seront pas remis en liberté, ils iront dans un hôpital fermé, où ils seront soignés. Ceux qui n'accepteront pas d'être soignés resteront dans cet hôpital fermé. Quant à ceux qui accepteront d'être soignés, ils pourront sortir occasionnellement. Mais le feront en portant un bracelet électronique, en suivant un traitement hormonal, appelez-le que vous le souhaitiez ou non, castration chimique. Les mots ne me font pas peur. C'est ainsi que l'affaire du petit Ennis inspire l'une des réformes judiciaires les plus symboliques de ces dernières années. La loi Dati sur la rétention de sûreté est adoptée le 6 février 2008. On prendra toutes les mesures utiles pour lutter contre la récidive, je le rappelle, et contre la remise en liberté des criminels les plus dangereux. Ils ne seront plus remis en liberté sans expertise préalable. Et en tous les cas, si la dangerosité est avérée, constatée, avec un risque fort de récidive, ils ne seront plus remis en liberté. Francis Évrard n'en bénéficiera pas, car cette nouvelle loi n'est pas rétroactive. Il n'a pas fait appel de sa condamnation. Mais le père d'Ennis reste très inquiet pour l'avenir de son fils. C'est pas aujourd'hui qui m'inquiète, c'est plus tard. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça s'est passé, il avait 5 ans, il a été drogué. Donc il y a certaines choses les plus pires qu'il ne se rappelle pas, tant mieux d'ailleurs. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est surtout l'avenir. Parce que moi qui me dis qu'Ennis, à l'âge de 12 ans, 13 ans, l'adolescent, quand il va comprendre un petit peu la sexualité, qui me dit qu'il va aller bien. Et donc ça, moi, j'ai aucune garantie. En septembre 2010, Mustapha porte plainte contre l'État pour défaillance dans la surveillance et l'accompagnement du pédophile multirécidiviste après sa libération. Mai 1995. En voyage de noces en Corse, Marc Van Bers meurt en chutant d'une falaise avec son véhicule. Sa jeune épouse, Aurore, s'en sort miraculeusement. Mais la famille de Marc a des doutes. S'agit-il vraiment d'un accident? Et si leur belle-fille avait en fait tout manigancé pour toucher les millions de son nouvel époux? Lune de miel mortelle, une nouvelle enquête de chronique criminelle. C'est l'histoire d'un couple qui n'aurait jamais dû se rencontrer. Elle est belle. Elle était extrêmement jolie, extrêmement lumineuse. Il est riche et issu d'une grande famille bruxelloise. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Marc Van Bers va tomber follement amoureux d'Aurore Martin. On peut vraiment dire, ici on dit qu'il était bleu véritablement d'elle. Ils avaient tout pour être heureux, mais leur voyage de noces tourne au drame. Dans un paysage idyllique, au détour d'un virage, leur voiture fait une chute de 140 mètres. C'est une épreuve terrible, elle vient de perdre son mari, c'était le voyage de noces. Mais la jeune veuve ne va pas tarder à révéler une autre facette de sa personnalité. Par téléphone, elle nous a dit qu'elle ne souhaitait plus notre présence. Puis on apprend aussi que dans le cadre de la succession, il y a des contrats d'assurance vie qui sortent de terre comme des champignons. Donc on se dit, c'est quand même étonnant. Des contrats d'assurance cachés, la vente de la maison de son défunt mari, un mystérieux passé, commencent à faire douter la belle famille et les enquêteurs de sa sincérité. Il n'est pas mort dans l'accident. S'ajoute à cela un amant caché et au passé obscur. Pour nous, c'est un psychopathe. Il est prêt à tout pour avoir de l'argent. On ne dit pas les deux innocents, on dit les amants diaboliques.
Que s'est-il réellement passé ce soir-là? Elle ment, ils n'ont pas mangé. Le médecin légiste dit il n'y a rien dans l'estomac de M. Van Beers. C'est là où elle m'a dit écoute, non, je suis millionnaire, pourquoi? Parce que j'ai fait une assurance vie et j'ai tué mon mari. Machiavélisme, machination et trahison. Le mystère perdure encore aujourd'hui. Il n'y a pas de preuve. C'est tout le drame de ce procès. En 1995, nous sommes en Corse, à la fin du printemps. Aurore, 26 ans, et Marc, 32 ans, ont choisi l'île de Beauté pour leur lune de miel. Ce jour-là, ils font escale dans la petite ville de Calvi. Sur le port, ils dînent dans un cadre romantique, un restaurant avec vue sur la baie. Aurore et Marc sont mariés depuis 2 mois. C'est elle qui aurait choisi ce voyage de noces. La jeune mariée voulait découvrir la Corse, ses montagnes, ses villages et ses paysages de carte postale. Après ce tête-à-tête amoureux, Aurore et Marc montent sur les hauteurs de Calvi à la chapelle Notre-Dame de la Serra. Les amoureux profitent du coucher du soleil, prennent quelques photos et choisissent même les noms de leurs futurs enfants. À la nuit tombée vers 21h30, Aurore et Marc reprennent la voiture pour rejoindre leur hôtel. Sans le savoir, les amoureux font fausse route. Ils s'engagent par erreur sur la départementale CD 81. Sinueux et escarpé, ce chemin de bord de mer est surnommé la route aux 300 virages. Lorsqu'au détour de l'un d'entre eux, in extremis, Aurore parvient à s'extraire de la voiture juste avant la chute. Marc n'a pas cette chance. Sa balade nuptiale se termine en bas d'une falaise, 140 mètres plus bas. Aurore est sous le choc, mais elle est en vie. Emportée par son amour, la jeune femme se lance dans une aventure totalement folle. En pleine nuit, Aurore s'engage dans un sentier escarpé pour tenter de porter secours à son mari. Elle va trouver Marc dans le véhicule et elle va le sortir en le tirant par les jambes, l'amener jusqu'à la mer, le rincer. Marc gît au bord de l'eau. Est-il encore en vie? Grièvement blessé ou seulement inconscient? Est-il possible de survivre à une chute de 140 mètres? N'écoutant que son courage, Aurore affronte de nouveau la falaise pour alerter les secours, comme elle le dira plus tard. Il est 1h du matin. 3h30 après l'accident, les pompiers de Calvi arrivent sur place. Aurore, la jeune mariée, est en état de choc, hystérique. Elle nous dit discutez pas, allez le chercher, il est vivant, il est en bas. Elle nous engueule, quoi. Elle veut qu'on sauve son mari. Immédiatement, les pompiers se rendent au bord de l'eau pour secourir Marc. Mais la nuit noire et le relief escarpé rendent leur progression difficile. Il faudra aux pompiers plus d'une demi-heure pour localiser enfin la voiture. Le corps de Marc est introuvable. Il y a dans l'habitacle des traces de sang, de cuir chevelu. Moi, sur le moment, je suppose que la personne est vivante et qu'elle s'est déplacée. Les recherches se poursuivent autour du véhicule, lorsqu'un détail attire l'attention des secouristes. Je regarde par terre, on voit qu'il y a du sang qui a goûté jusqu'au niveau de la mer. Et là, j'éclaire avec ma lampe, mais je ne vois pas s'il y a un corps dans l'eau. Exténués par une nuit sans fin, les secouristes sont sur le point d'abandonner. Il est presque 6h du matin, lorsque les plongeurs appelés en renfort donnent l'alerte. Donc on commence à remonter, et au même moment, il y a les plongeurs qui me disent « On vient de voir le corps, il est juste devant l'endroit où il y a la voiture. » Au petit matin, ce 11 mai 1995, le corps de Marc est repéré à quelques mètres du véhicule, dans un bras de mer par 3 mètres de fond. Les sauveteurs remontent le corps de Marc à la surface. Ils ne peuvent malheureusement que constater qu'il est trop tard. Pour nous, il nous paraît évident que c'est un accident.
la gendarmerie conclut à un tragique accident de la route et classe l'affaire. Dans les jours qui suivent, le corps de Mark Van Beers est rapatrié dans son pays, la Belgique. De son côté, Aurore, la jeune veuve, est anéantie. Incapable de faire face à ce deuil, elle est hospitalisée pendant plusieurs jours dans une clinique spécialisée de Bruxelles. Inconsolable, Aurore Martin se replie sur elle-même, se coupe totalement du monde. Et là, bien évidemment, sa belle famille se rend à son chevet. Et pour la soutenir, c'est une épreuve terrible. Elle vient de perdre son mari, c'était le voyage de noces. Et donc on lui a presque spontanément proposé, effectivement, de venir tous les jours près d'elle. Enfin, ça me semblait tout à fait naturel. Je vous dis, elle nous a laissé parler pendant 1 heure le premier jour. Et puis après, je crois que c'est directement ou par téléphone, elle nous a dit qu'elle ne souhaitait plus notre présence. Une attitude que la famille de Mark Van Beers déplore. Mais dans un premier temps, les proches se montrent compréhensifs. À 26 ans, Aurore Martin vient de perdre l'amour de sa vie en plein voyage de noces. Dans les jours qui suivent, l'attitude d'Aurore Martin commence à intriguer la famille de Mark. Peu à peu, les doutes laissent place aux soupçons. Tout commence peu avant les obsèques de Mark Van Beers. Aurore insiste pour que le corps de son mari soit incinéré. Les parents Van Beers vont dire, mais nous non, on ne souhaite pas que notre fils soit incinéré. Et là, très bizarrement, Aurore Martin va dire, si on en avait parlé, ce qui est quand même étonnant, je veux dire, vous ne parlez pas de la perspective et de l'organisation de vos funérailles en voyage de noces, et elle va dire, si on en avait parlé, il y tient. Les Van Beers tiennent bon face à leur belle-fille et s'y opposent catégoriquement. Mark sera enterré sans être incinéré. Le jour des obsèques, Aurore surprend une nouvelle fois sa belle famille. Effondrée, la jeune veuve quitte l'assemblée avant la fin de la cérémonie. À partir de ce jour-là, les relations entre Aurore Martin et la famille Van Beers vont devenir de plus en plus compliquées. Elle a un comportement de rejet de la famille. Et ça, la mère a été terriblement surprise. De retour au domicile conjugal, Aurore fait immédiatement changer les serrures, refuse que sa belle-famille vienne récupérer les affaires de leur fils. Quelques semaines plus tard, elle met en vente la maison de Mark, une jolie demeure bourgeoise en périphérie de Bruxelles. Cette transaction lui rapporte la coquette somme de 125 000 €. Et ce n'est pas tout. Puis on apprend aussi que dans le cadre de la succession, il y a des contrats d'assurance vie qui sortent de terre comme des champignons. Donc on se dit, c'est quand même étonnant. Mark Van Beers a souscrit 6 contrats d'assurance vie pour mettre sa belle à l'abri du besoin. Au total, Aurore Martin va percevoir 475 000 € de primes d'assurance. Nous sommes 1 an après la mort accidentelle de Mark Van Beers. Pour les proches de la victime, trop de questions restent sans réponse. Pour comprendre ce qui s'est passé dans la nuit du 10 au 11 mai 1995, les parents de Mark saisissent la justice. Le dossier est confié à un juge d'instruction. Il débute son enquête en remontant dans le passé des deux mariés. Un peu plus d'1 an avant l'accident, en avril 1994, Mark a 31 ans. Il est directeur financier dans un cabinet réputé de la banlieue bruxelloise. Il a une très bonne situation professionnelle et tout semble lui sourire, ou presque. Il n'a pas encore rencontré l'âme sœur. Il approche de la trentaine ou il a une petite trentaine et donc il a réellement envie de s'installer, de construire un foyer, d'avoir une relation sérieuse. Mark Van Beers et Aurore Martin se rencontrent pour la première fois dans un bar à Bruxelles. À l'époque, la jeune femme est démonstratrice à domicile. Elle fait du porte-à-porte pour vendre des planches à repasser. Un métier qui ne lui permet pas de gagner confortablement sa vie. Entre Mark et Aurore, le coup de foudre est immédiat. Et Mark Van Beers va tomber follement amoureux d'Aurore Martin. On peut vraiment dire, ici on dit qu'il était bleu véritablement d'elle. Fou amoureux, Mark ne tarde pas à présenter Aurore à son entourage. Mais Aurore Martin était une jeune femme que l'on peut qualifier de spectaculaire. Le genre de femme qui ne passait pas inaperçue quand elle rentrait dans un restaurant. Elle était extrêmement jolie,
extrêmement lumineuse. Quelques semaines seulement après leur rencontre, Marc et Aurore entament leur vie de couple. Ils s'installent dans la maison de Marc à Bruxelles sous le regard attendri du clan Van Beers. Un an plus tard, Marc et Aurore décident de se marier. Lors des préparatifs, Aurore aurait imposé ses conditions. Au moment où ils vont rédiger leur contrat de mariage, leur convention matrimoniale, elle va demander à Marc Van Beers de déjà mettre la moitié de la maison à son nom. Ce qui est assez étonnant, et en même temps, Marc est amoureux, donc il va accepter. Le 11 mars 1995, Aurore et Marc se disent oui pour la vie. Le mariage est somptueux. La famille Van Beers est au grand complet, mais du côté d'Aurore, seule sa sœur jumelle est venue ce jour-là. Rapidement, la mère de Marc Van Beers, en tout cas, a été un peu surprise de ce qu'elle ne parlait jamais de sa famille, de ce qu'elle disait qu'elle n'avait plus de parents, de ce qu'elle disait qu'elle était un peu mystérieuse. Aurore apparaît de plus en plus comme une jeune femme énigmatique aux yeux de sa belle-famille. Les Van Beers se rendent compte que leur belle-fille ment, ou du moins s'arrange avec la vérité. Au départ, elle va essayer de dépeindre ses origines sociales comme étant peut-être plus privilégiées que ce qu'elles sont. Elle avait aussi dit qu'elle avait fait des études au Conservatoire royal de Liège. On n'a pas trouvé de trace d'une inscription d'Aurore Martin au Conservatoire royal de Liège. Nous sommes le 5 septembre 1996, soit plus d'un an après la mort de Marc Van Beers. Aurore Martin est convoquée par les enquêteurs au commissariat central de Bruxelles. Pour sa première audition, Aurore confirme ses déclarations passées. La jeune femme rappelle que le soir du drame avec Marc, ils ont dîné au restaurant et visité la chapelle. Puis, sur le chemin du retour, c'est l'accident. Juste avant le ravin, Aurore dit avoir ouvert la porte et réussit à sauter à temps. Elle a donné l'image de quelqu'un qui est profondément éploré, qui est au bord du suicide, je dirais, et avec une impression, enfin elle jouait très fort avec les affects, avec une impression qui moi, m'a sincèrement ébranlé. Les enquêteurs décident de poursuivre leurs investigations. S'agit-il d'un accident? Marc Van Beers aurait-il pu être assassiné? Le 8 octobre 1996, un an et demi après son décès, le corps de Marc Van Beers est autopsié. C'était une autopsie difficile, dans la mesure où il s'agissait déjà d'un corps avec des signes de putréfaction, donc déjà décomposé. Et ce qui était particulier, c'est qu'on notait déjà une ouverture de la boîte crânienne. Donc il y avait des fragments d'os du crâne qui n'étaient plus présents. Le légiste poursuit l'examen du corps de Marc Van Beers lorsqu'un nouvel élément attire son attention. Il faut savoir que normalement, quand vous fracturez un os, immédiatement, il y a du sang qui s'épand autour de la fracture. Et ici donc, de nombreuses fractures, mais sans épanchement de sang. Ça nous a permis de dire au juge d'instruction que ces fractures avaient été encourues quand la personne était déjà décédée. C'était un cadavre au début de la chute et à la fin de la chute. Il n'est pas mort dans l'accident. Marc Van Beers n'est pas mort dans l'accident de voiture. Cette conclusion fait basculer l'enquête. Un mois après sa première audition, les enquêteurs souhaitent de nouveau interroger Aurore Martin, mais elle est introuvable. Elle ne répond plus aux convocations de la police. 2 ans après la mort de Marc Van Beers, les enquêteurs belges débarquent en Corse. Sur les lieux de l'accident, ils tentent d'abord de retrouver des preuves matérielles, à commencer par la voiture. Les freins auraient-ils pu être sciés? La direction aurait-elle été sabotée? Pour s'en convaincre, les enquêteurs descendent la falaise à la recherche du véhicule. On ne retrouve pas le véhicule qui est incriminé. Donc
ils sont obligés de s'appuyer sur les témoignages de mes pompiers qui sont descendus avec moi et de moi-même pour expliquer dans quel état était le véhicule, comment il était positionné. Sans la voiture, la tâche des enquêteurs se complique. Ils décident alors de faire appel à un expert automobile pour reconstituer la trajectoire du véhicule avant la chute. Un détail attire tout particulièrement l'attention de l'expert. J'ai pu voir à une trentaine de mètres un apic de la falaise où, si le véhicule fait sa sortie de route, normalement il tombe directement dans l'eau. En aucun cas, on ne doit le retrouver à l'endroit où il a été situé. À première vue, les analyses de l'expert contredisent les déclarations d'Aurore Martin. Selon ce spécialiste, la voiture aurait dû plonger directement dans la mer. Or là, le véhicule a été retrouvé par les secours au bas de la falaise. L'expert soulève une autre incohérence par rapport à la thèse de l'accident. Selon les secouristes présents le soir du drame, en haut de la falaise, des arbustes et des genêts ont été arrachés. Cet indice prouve, selon l'accidentologue, que le véhicule a dévalé la pente à vitesse réduite. Une version totalement incompatible avec la sortie de route déclarée par Aurore Martin. Les conclusions de l'expert sont sans appel. Ma première impression, bien sûr, c'était que le véhicule avait été poussé du haut de la falaise. Mais ce n'est pas tout. En sautant du véhicule en marche, Aurore Martin serait tombée de plusieurs mètres. Or, le soir de l'accident, les secouristes n'observent sur son corps aucune trace d'une telle chute. Les lésions physiques qui étaient décrites étaient excessivement minimes. Donc c'était une série de mémoires d'abrasions que cette personne présentait. Mais il n'y avait pas de fracture, il n'y avait pas de grandes plaies, on n'a pas dû faire de suture. Les enquêteurs cherchent à présent à comprendre ce qui s'est passé dans les minutes qui suivent l'accident. Aurore a-t-elle pu trouver la force de descendre la falaise? Est-elle vraiment partie secourir Marc comme elle le prétend? Jamais on n'aurait l'idée, dans le noir, de faire ce qu'elle a fait à pied. C'est ça qui me surprend le plus, c'est qu'on se dit, elle doit vraiment y tenir à son mari pour être descendue. Aurore Martin est une championne d'escalade. Sportive de haut niveau, la jeune femme est intrépide. Rien ne prouve qu'elle ne soit pas réellement descendue jusqu'en bas. Pour les enquêteurs, c'est une fausse piste. Toujours sans nouvelles d'Aurore Martin, les policiers se concentrent désormais sur le passé de la jeune veuve. Qui est-elle vraiment? Quel secret se cache derrière ce visage énigmatique? C'est une fille qui a eu une enfance extrêmement difficile. C'est quelqu'un qui n'a pas de réussite, ni dans ses études, ni familiale. À l'âge de 12 ans, les parents de la petite Aurore divorcent. Elle partira vivre avec ses deux sœurs chez leur père peu présent. À 18 ans, Aurore quitte le domicile familial, des rêves plein la tête. La jeune femme veut devenir mannequin. Elle enchaîne les concours de beauté, mais sans grand succès. Elle se tourne vers le monde de la nuit. Hôtesse dans un bar à champagne, son métier consiste à pousser les clients à la consommation, voire à jouer les escort girls. Elle va travailler comme prostituée dans un réseau d'escorte. Aurore a alors 24 ans et vit de ses charmes. Un jour de février 1993, alors qu'Aurore se rend à son club d'escalade, elle va faire une rencontre déterminante. Peter Schmidt. Il est riche, jeune, beau et féru d'alpinisme comme elle. Dès le premier regard, c'est le coup de foudre. C'est un beau garçon, il fait tomber toutes les filles, c'est un macho, il adore les voitures, les belles filles, l'argent, et donc il n'a aucun problème de ce côté-là. C'était quelqu'un qu'on remarquait presque tous les jours, en fait, parce qu'il était assez excentrique. Il se déplaçait souvent pieds nus. Aux côtés de Peter, Aurore Martin tourne enfin la page de ses années de galère. Il a 23 ans, elle en a 24. Ils filent le parfait amour. Une histoire presque trop belle pour être vraie. En fouillant dans le passé de Peter Schmidt, les enquêteurs découvrent un fait inhabituel pour un garçon de son âge. Peter Schmidt est veuf.
Nous sommes 2 ans plus tôt. Peter Schmidt a 21 ans. Il est caporal dans l'armée allemande, détaché dans une organisation internationale basée en Belgique. Peter Schmidt est un fêtard invétéré. Lors d'une virée avec des amis, il fait la connaissance d'une jeune étudiante belge. Une jolie blonde prénommée Ursula Deschamps. 3 mois plus tard, Peter lui passe la bague au doigt. Une relation express qui va déraper tout aussi rapidement. Très vite, en fait, Ursula va se rendre compte que Peter Schmidt, il ne se contente pas d'une seule femme, il a des aventures, donc la relation est assez compliquée. La jeune femme n'est pas au bout de ses surprises. Ursula va se rendre compte que Peter magouille, il a des petites affaires dans les voitures, il a des escroqueries à l'assurance. On ne sait pas très bien ce qu'il fait et Ursula s'en méfie. Dans le jeune couple, un climat de tension s'instaure. Peter Schmidt se montre de plus en plus agressif. Il était violent, mais pas d'une violence, c'est-à-dire ce sont des crises de violence. Il partait très vite à commettre des actes assez violents. Sa belle-sœur en a un jour été témoin. On a entendu plein de bruit et claquer la porte. Et quand il a claqué la porte, on est sorti, il avait tout cassé. Il était vraiment devenu quelqu'un d'autre. 6 mois seulement après leur mariage, Peter Schmidt et Ursula souhaitent divorcer. Nous sommes le 29 août 1992, en début de soirée. Là, Peter Schmidt va, à un moment donné, selon sa version, emmener Ursula en voiture, soi-disant pour lui apprendre à conduire. Ça paraît surprenant. Ursula vient lui annoncer son intention de divorcer, mais elle accepterait d'aller avec lui en voiture pour apprendre à conduire. Vers 21h, Peter et Ursula se dirigent vers le canal de Nimy. Un endroit calme, tranquille, propice à l'apprentissage de la conduite. Peter est au volant et, comme à son habitude, il roule à grande vitesse. Il ne pensait pas que le bord de l'eau était aussi près qu'il ne le croyait, quoi. Donc il a plongé dans l'eau vraiment d'une façon accidentelle. In extremis, Peter réussit à s'extraire de la voiture sans pouvoir porter secours à sa femme, qui sombre avec le véhicule. Il dira même qu'il a frôlé sa main mais qu'il n'a pas réussi à l'attraper. La famille d'Ursula n'a pas le moindre doute. Pour eux, c'est clairement un meurtre. Mais pour la justice belge, c'est un accident de la route. Elle conclut que Peter Schmidt a perdu le contrôle de son véhicule. Il sera condamné à 3 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. L'affaire est close. Peter Schmidt ne pourra plus être rejugé pour les mêmes faits. Alors que son couple battait de l'aile, Peter s'était rendu en Allemagne pour souscrire une assurance vie quelques semaines avant le drame du canal. On va s'apercevoir que Peter Schmidt a encaissé une assurance de l'ordre de 3 millions de francs français de l'époque. Assurance vie contractée sur la tête de sa jeune épouse qui, je vous le rappelle, n'a que 22 ans à l'époque. Une somme qui lui permet de vivre confortablement et de séduire la belle Aurore. Ils vont vivre cet amour fusionnel pendant 1 an. Début 1994, pour une raison inexpliquée, Peter et Aurore se séparent. C'est à ce moment-là que la jeune femme décide de s'inscrire dans une agence matrimoniale. Dans son annonce, elle fait le portrait de son homme idéal. 4 adjectifs. Gentil, riche, pas gros et propriétaire. Voilà ce que cherchait Aurore Martin en s'inscrivant dans une agence matrimoniale. Avril 1994, c'est le début de la relation entre Marc et Aurore. Quelques semaines passent
la jeune femme va souscrire un contrat d'assurance vie sur la tête de son nouveau compagnon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce contrat est conclu en août 1994. Donc c'est 4 mois après la rencontre de son époux, avec des sommes qui sont quand même importantes. Plus intéressant encore, ce contrat, Mark Van Beers n'en aura jamais connaissance. Aurore Martin l'aurait signé à son insu avec une clause particulière. La prime est doublée en cas d'accident. La signature du contrat a été authentifiée comme étant pas celle de Mark Van Beers. Donc Aurore Martin nous dira qu'elle a signé à sa place parce que ce jour-là, il avait une tendinite du poignet. Effectivement, Mark Van Beers y avait souscrit. L'agent d'assurance a confirmé qu'effectivement, il en était bien ainsi, qu'il en était parfaitement au courant et que le doublé en cas d'accident était une clause habituelle de tous les contrats d'assurance vie. Et que ça n'avait pas été sollicité de manière spécifique par Madame Martin. La suite est connue. Mark et Aurore se marient moins d'1 an après leur rencontre, puis c'est le voyage de noces en Corse. Et l'accident. Dans les semaines qui suivent, Aurore Martin empoche l'argent des assurances, vend la maison et disparaît. Mais la jeune veuve ne reste pas seule bien longtemps. Deux mois seulement après la mort de Mark Van Beers, les enquêteurs retrouvent sa trace au Luxembourg. Dans une banque, elle ouvre un compte pour y placer ses économies. 475 000 €. L'argent des assurances vie. 2 personnes ont accès à cet argent. Elle-même et un certain Peter Schmidt. Les 2 amants sont de nouveau réunis et vivent la belle vie à Miami, en Floride. Appartement de rêve, voiture de luxe, yacht de 29 mètres. Ils avaient loué un appartement pas très loin de chez Madonna. Ils menaient grands trains, ils avaient une vie mondaine, etc. Vraiment, l'image rêvée des magazines pour adolescents attardés. Pendant que ces 2 amoureux vivent dans l'insouciance, l'enquête en France se poursuit et la police constate des similitudes entre l'accident dans le canal en Belgique et celui de Mark Van Beers en Corse. Il faut d'urgence retrouver Aurore Martin et son compagnon, Peter Schmidt. Un mandat d'arrêt international est alors lancé à leur rencontre pour double homicide. La presse les surnomme les amants diaboliques. Aurore et Peter basculent dans la clandestinité. Et ils vont donc changer leur physionomie, ils vont Schmidt va porter la barbe, des lunettes, etc. Aurore Martin va teindre ses cheveux. Il y aura d'ailleurs des photos ou des faux papiers qui vont être trouvés. Changement de look pour Peter et Aurore qui se métamorphosent. Mais la police belge et les autorités américaines travaillent main dans la main et finissent par arrêter Peter Schmidt. Quand les policiers l'arrêtent, ils commencent par leur proposer de l'argent. Ils disent « j'ai de l'argent sur moi, laissez-moi partir ». Aurore Martin est arrêtée 2 jours plus tard. Placés en préventive dans une prison américaine, les amants diaboliques vont multiplier les recours pour éviter l'extradition. Mais 1 an après leur arrestation, le 3 décembre 1998, Aurore et Peter sont de retour en Belgique. Arrivé ce midi à Bruxelles du couple surnommé les amants diaboliques. 12h56 ce midi à Bruxelles National. Interrogée par les enquêteurs, Aurore refuse de collaborer. Aurore Martin va se retrancher derrière son droit au silence. Et elle va dire que tout ce qu'elle déclare se retourne de toute façon toujours contre elle. Donc ça ne lui profite pas du tout de communiquer avec les enquêteurs. Peter Schmidt, lui, balade les policiers. Il leur raconte des histoires invraisemblables, à la limite de la mythomanie. En fait, c'est ce qui s'est passé tout au long de ces interrogatoires, c'est qu'on enlevait toujours des invraisemblances dans ce qu'il disait. Le refus de coopérer des 2 amants complique la tâche des policiers. Tout semble accuser Peter et Aurore. Mais à ce stade de l'enquête, la police bute sur l'absence de preuves matérielles. Rien ne permet de prouver avec certitude que ceux que la presse surnomme les amants diaboliques sont bien à l'origine de la mort de Mark Van Beers. Un coup de téléphone anonyme va faire basculer l'enquête. Ce témoin anonyme
va finalement être identifié. Il s'agit de Madame Fabienne Lefebvre, qui est l'amie, la compagne du père d'Aurore Martin. Fabienne Lefebvre est une proche d'Aurore Martin. Elle vit depuis plusieurs années avec son père. Naturellement, dans les jours qui suivent le drame, Fabienne se presse au chevet d'Aurore pour la soutenir dans cette difficile épreuve. Ce jour-là, Aurore lui aurait fait une confidence. Je suis rentrée dans la chambre. Et c'est là où j'étais très étonnée. J'ai vu Aurore qui riait. Je me suis demandé, j'ai posé la question à mon mari, j'ai dit, elle fait une crise de nerfs, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Et alors là, elle m'a dit, non, 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 je suis bien, je suis bien, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire. Je comprenais pas, je ne pouvais pas comprendre. Et c'est là où elle m'a dit, écoute, non, je suis millionnaire, pourquoi? Parce que j'ai fait une assurance vie et j'ai tué mon mari. Le témoignage de Fabienne Lefebvre est cependant fragile, car il intervient tardivement. Pourquoi Fabienne n'est-elle pas allée voir la police plus tôt? Elle dira tout simplement qu'elle avait peur, qu'elle se sentait menacée par Peter et Aurore. Son témoignage sera finalement écarté par la justice belge. En Allemagne, les investigations se poursuivent chez les proches de Peter Schmitt. Chez un de ses frères, il découvre des indices compromettants, des cartes postales de Corse. Plus gênant encore, des photographies de carcasses de voitures. Ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est quand même assez troublant, mais ça reste toujours des photos troublantes. Ces clichés et ces cartes postales datent de l'automne 1994, 6 mois avant la mort de Mark Van Beers. S'agit-il d'une coïncidence ou d'un voyage de repérage? Et le soir du drame, où était Peter Schmitt? Aurait-il pu être en Corse? Aurait-il pu provoquer l'accident pour se débarrasser de Mark Van Beers? Face aux enquêteurs, Peter Schmitt est incohérent. Il nous a donné moult détails, et des détails, et des détails, et des détails sur les mois précédents, mais il stoppe le 30 avril, point. Et là, on n'en plus rien. Donc on ne sait toujours pas où il était au mois de mai, quoi. Quatre ans après les faits, la mort de Mark Van Beers reste un mystère. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, la justice procède à une reconstitution le 16 juin 1999. On demande à Aurore Martin de reconstituer les faits pour les besoins de l'enquête. Moi, je vous demande simplement si vous êtes prête à faire ce que les experts vous demanderont de faire pour vérifier certaines choses sur base de vos déclarations. Je peux essayer. Les tests sont effectués à des vitesses n'excédant pas 35 km/h. Aurore Martin doit ouvrir en grand la portière d'une voiture en marche, comme si elle devait sauter. Elle n'y est jamais parvenue. Et là, elle savait qu'elle devait sortir de la voiture, ce qu'elle ne savait pas au moment de l'accident en Corse, forcément. Désemparée, Aurore Martin tente de se justifier auprès des enquêteurs. C'est des sensations, monsieur Van der Merwe. J'ai une position bizarre, mais je ne saurais plus vous dire. Je n'ai aucune notion. J'ai aucune notion que je puisse expliquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai aucune notion. Elle va s'énerver, elle va commencer à pleurer en disant mais je n'y arrive pas, je ne sais plus. On va recommencer un nombre incalculable de fois. Elle va jamais y arriver. Laissez-moi s'il vous plaît 2 minutes, s'il vous plaît. Laissez-moi 2 minutes sortir, je ne vais pas m'évader, je ne vais pas aller nulle part. Je veux qu'on me laisse 5 minutes tranquille. Sous la pression des caméras de la justice, des enquêteurs, des experts, du juge, Aurore Martin craque. Elle est à bout de nerfs. Quand elle se tourne vers un homme qui va voler à son secours. Ici, il y a une tourne à droite. Cet homme, c'est l'amour de sa vie, Peter Schmitt. Ça veut dire pour faire un coup, et quand même la voiture, les pneus sont allés bas.
Oui, donc vous voulez que l'angle soit un peu moins fort. Je veux dire... C'est quand même étonnant, ce garçon qui n'a rien à voir là-dedans, qui dit depuis le début, moi je n'y étais pas, pourquoi va-t-il à ce point prendre le contrôle de la reconstitution? Cette reconstitution, les enquêteurs sont persuadés que Mark Van Beers n'est pas mort dans un banal accident de la route, mais qu'il a bel et bien été assassiné. 6 ans après la mort de Mark Van Beers dans un accident de voiture en Corse, le procès d'Aurore Martin et de Peter Schmidt s'ouvre enfin. Il est prévu pour durer 2 semaines. La presse va pouvoir découvrir le visage de ceux qu'elle surnomme depuis longtemps les Bonnie and Clyde belges ou les amants diaboliques. La présomption d'innocence, c'est beau dans la théorie, mais dans la réalité, lorsque vous arrivez là-bas et que tout le monde vous appelle déjà les amants diaboliques, ça part mal. Hein? Une excuse de dire, on ne dit pas les 2 innocents, on dit les amants diaboliques. Et c'est comme ça que le procès était présenté. Dès leur entrée dans le box des accusés, on n'entend plus que le cliquetis des appareils photo. Aurore Martin se présente les traits tirés, amaigrie, épuisée par 4 années de détention préventive. On a vu arriver une petite dame blonde qui avait, je crois, 32 ans à l'époque du procès, qui en faisait 10 ou 15 de plus, qui n'a pas arrêté de pleurer pendant le procès et qui surtout disait « Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que vous me voulez ?» De son côté, Peter Schmidt affiche une mine superbe. En ce premier jour d'audience, il apparaît sûr de lui, presque détaché, comme si ce procès n'était pas le sien. Peter Schmidt au procès a étonné tout le monde. On tombe sur une sorte de gendre parfait, chemise, pull, bien coiffé, élégant, et surtout connaissant presque parfaitement le français alors qu'il est allemand. Et donc il va prendre la parole à la fin de la première journée en disant « Je vais faire l'effort de parler français pour les membres du jury afin qu'ils puissent rentrer plus tôt chez eux pour s'occuper de leurs enfants. » Je me souviens très très bien de cette phrase et je me suis dit « Waouh, là il est fort ». Rapidement, Peter Schmidt prend les choses en main. Il n'a rien accepté comme accusation. Il a tout démonté. Il faut bien dire qu'il a fait un travail, j'allais presque dire, d'avocat extraordinaire. Il était fâché qu'on ne soit pas convaincu de la justesse de ses explications, alors que c'était si précis et si bien trouvé. Je pense d'ailleurs que ça l'a handicapé finalement à la longue dans le procès. Le témoin clé du procès est attendu à la barre. Il s'agit de Fabienne Lefebvre, la belle-mère d'Aurore Martin, dont le témoignage accable ouvertement les amants diaboliques. Et là, un nouveau rebondissement. Cette dame n'est jamais venue. Le seul témoignage vraiment à charge, celui de Fabienne Lefebvre, qui dit avoir recueilli les aveux d'Aurore Martin, eh bien, il n'est pas crédible. La défense d'Aurore Martin et de Peter Schmidt marque ainsi des points, d'autant plus que selon l'expert de la défense, Mark Van Beers aurait très bien pu faire un malaise juste avant l'accident. Mais cette hypothèse est vite écartée par le légiste. Et là donc j'ai répondu non, que même dans cette hypothèse-là, on aurait dû retrouver du sang autour des fractures. Donc ça ne collait pas en fait. Mais c'était une bonne hypothèse, c'était assez habile de leur part. Les jurés doivent à présent examiner l'emploi du temps de Mark Van Beers et Aurore Martin le soir du drame. Aux enquêteurs, Aurore prétend avoir dîné avec son mari dans un restaurant sur le port de Calvi. Mais lors de l'autopsie, le médecin légiste a constaté que Mark Van Beers était à jeun. Aurore Martin aurait-elle menti? Que s'est-il vraiment passé ce soir-là? Le fait que l'estomac à l'autopsie était vide ne permettait pas de corroborer la thèse d'Aurore Martin d'un repas pris au restaurant peu avant la chute de la voiture. Et tout le monde à ce moment-là comprend que même sur le récit du dernier dîner avant l'accident, Aurore Martin ment. Or, c'est la femme amoureuse qui vient de vous dire qu'elle est là au restaurant avec l'homme qu'elle aime et qui partage un dîner aux chandelles. Mais elle ment. Elle ment, ils n'ont pas mangé. Le médecin légiste dit qu'il n'y a rien dans l'estomac de M. Van Beers. Après 2 semaines d'un procès sous haute tension, la cour d'assises de Bruxelles se retire pour délibérer.
Peter et Aurore continuent de clamer leur innocence. La famille de la victime réclame la condamnation des amants diaboliques pour l'assassinat de Mark Van Beers. Le plus extraordinaire dans l'histoire qui était évoquée devant cette cour d'assises, c'est qu'il n'y a pas de preuves. C'est tout le drame de ce procès. Après seulement 2 heures de délibération, les jurés reviennent pour prononcer le verdict. Moi, l'image, c'est quand même d'avoir des jurés qui étaient avec les larmes aux yeux. J'ai pas vu ça souvent. Donc je crois qu'il y a eu une sérieuse discussion. Malgré les zones d'ombre, le verdict est sans appel. Aurore Martin et Peter Schmidt sont condamnés pour meurtre avec préméditation. Et donc le jury a tenu ce raisonnement qui consiste à dire la seule explication, c'est qu'ils sont évidemment co-auteurs de la mort de ce malheureux Van Beers. Aurore Martin est condamnée à 15 ans de prison ferme. Peter Schmidt, considéré comme le cerveau de l'affaire, est condamné à 20 ans de prison. Après 11 ans derrière les barreaux, Peter Schmidt a retrouvé la liberté. Mais pour Bernard Larivière, l'enquêteur qui a longuement travaillé sur l'affaire, la page est difficile à tourner. Pour nous, c'est un psychopathe. Il est prêt à tout pour avoir de l'argent. Aurore Martin a elle aussi été libérée. Les 2 amants vivraient de nouveau ensemble et tenteraient de se faire oublier. Cette femme a purgé sa peine, elle a le droit aussi de tourner la page, elle a le droit d'essayer de trouver du travail et pas d'être poursuivie par cette affaire. C'est un dossier rangé, archivé. Pour elle, elle a le droit de vivre. Dans cette affaire, un mystère demeure. Dans quelles circonstances Mark Van Beers est-il mort? Une question qui reste à ce jour sans réponse pour la famille. Encore aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous dire comment Mark Van Beers est décédé. C'est difficile pour l'avocat, c'est rien comparé à la tristesse et à la peine de la famille Van Beers. Eux vivent avec ça. C'est en sortant de son bureau que Bob Henry est tué par balle le 11 septembre 1995. Malgré des témoins, le meurtrier parvient à s'enfuir. La veuve de Bob soupçonne immédiatement l'ancien associé de son mari. Les 2 hommes étaient devenus les pires ennemis, mais est-ce vraiment lui le coupable? La réponse dans Chronique criminelle. Septembre 1995, dans l'ouest des États-Unis. Bob Henry, un jeune homme de 33 ans, est abattu sur le parking de son entreprise. La blessure semblait avoir été causée par un fusil à pompe. À courte distance, un fusil à pompe inflige de gros dégâts. Pourquoi Bob Henry a-t-il été assassiné? Le vol ne semblait pas être le motif du crime, car sa voiture était toujours là, et il avait encore sa montre et son portefeuille sur lui. Le mobile du crime n'est pas clair. La police tente de savoir qui aurait pu en vouloir à Bob Henry, un jeune salarié a priori sans histoire. Bob était l'homme le plus gentil du monde. Tous les gens qui l'ont rencontré vous diront la même chose. Si vous cherchez un type sympa, adressez-vous à Bob. Qui voulait la mort de ce jeune employé modèle, apprécié de tous? Les soupçons de la police se tournent vers Larry Chandola, un ami du défunt. Il a frappé Bob si brutalement qu'il a perdu plusieurs dents. Paula, la femme de Bob, est convaincue que Larry Chandola a assassiné son mari. Malheureusement, les preuves manquent cruellement. Malgré tous les efforts déployés, les enquêteurs n'avançaient pas. L'enquête était au point mort. Paula Henry a-t-elle raison de soupçonner Larry Chandola? La police parviendra-t-elle à élucider le meurtre de Bob Henry? Tacoma, petite ville des États-Unis, le 11 septembre 1995. Sur le parking d'une entreprise de la région, un meurtre vient d'être commis. Nous sommes en direct de Tacoma, sur le parking d'une entreprise locale où un employé de 33 ans a été mortellement blessé. Un flash spécial à la télé annonçait qu'un meurtre avait eu lieu à Tacoma. J'ai regardé l'écran et la seule chose que j'ai remarquée à ce moment-là, c'était ses chaussures.
Il était recouvert d'une couverture jaune. J'avais du mal à comprendre ce qu'il se passait. En bas de l'écran, on pouvait lire « Fusillade à North Coast Electric ». Je suis allée sur place. Ce trajet en voiture, Lynn l'emprunte depuis des années. Mais ce jour-là, elle se prépare au pire, car elle connaît peut-être la victime. Arrivée sur les lieux, ses craintes se confirment. Le corps est celui de son ami, Bob Henry. J'ai couru vers lui et les policiers m'ont stoppé pour me demander si je connaissais son identité. J'ai répondu, c'est Bob Henry. Je reconnais ses vêtements, son alliance et sa montre. J'étais complètement bouleversée et effrayée. Ils m'ont demandé de m'écarter, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas qu'il reste seul. Je voulais être avec lui. La femme de Bob arrive à son tour sur les lieux. Est-ce son mari qui est mort? Elle court vers le parking dans l'espoir de s'être trompée. Mais elle découvre l'horrible vérité. Ce dont je me souviens, c'est d'être sortie de ma voiture, d'avoir vu le corps de Bob. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit « Il ne faut pas que tu vois ça ». Elle est tombée à genoux et elle s'est mise à trembler. C'est bien le mari de Paula qui gît sur le parking de son entreprise. L'inspecteur Bob Yerbury essaye de comprendre ce qui a pu se passer. Près de son cadavre, sur le sol, il y avait sa sacoche, avec son ordinateur portable et ses clés de voiture. Le vol ne semblait pas être le motif du crime, car sa voiture était toujours là, et il avait encore sa montre et son portefeuille sur lui. Après examen du corps, l'inspecteur Yerbury est sûr d'une chose. Le tueur n'a rien laissé au hasard. La blessure semblait avoir été causée par un fusil à pompe. À courte distance, un fusil à pompe inflige de gros dégâts. Bob Henry est un homme de 33 ans à qui tout réussit. Il venait d'obtenir son brevet de pilote, le rêve de toute une vie. Bob est aussi très apprécié de ses collègues de travail et il gravit rapidement les échelons. Bob avait commencé comme manutentionnaire. Son talent et son sens aigu des relations humaines lui avaient ouvert des portes. Il avait été nommé responsable commercial. Et rien ne semblait pouvoir arrêter son ascension. Il était très calme et pragmatique. Très direct aussi, mais toujours intègre. On l'applaudit. Bob était l'homme le plus gentil du monde. Tous les gens qui l'ont rencontré vous diront la même chose. Si vous cherchez un type sympa, adressez-vous à Bob. Alors, qui pourrait vouloir la mort d'un homme aussi apprécié? Difficile à dire, mais de nombreux témoins vont rapidement affirmer avoir vu le tueur. J'étais au service expédition quand j'ai entendu un bruit. J'ai vu que Bob était accroupi et j'ai entendu un autre coup de feu. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu un homme sur ma droite. Un homme habillé tout en noir est sorti des buissons. Il avait un fusil à pompe camouflage à la main et s'est approché de lui. Bob était debout avec sa portière ouverte. « Que me voulez-vous » Ils ont échangé quelques mots et j'ai entendu un clic. « Non, non » Bob a reculé et le coup est parti. Bob est mort sur le coup, avant même d'avoir touché le sol. Plusieurs personnes ont vu la scène. On se serait cru dans un film, ou même dans un cauchemar. Ils ont assisté à une exécution en plein jour. Mais malgré les nombreux témoignages, la police ne sait pas à quoi ressemble le tueur. Il cherche d'autres indices.
On a retrouvé 2 douilles de l'autre côté du grillage. On a également trouvé de la bourre et quelques billes de plomb. Et c'était à peu près tout. On a fouillé minutieusement les environs pour être sûr de ne passer à côté d'aucun détail qui aurait pu nous mettre sur la piste. À quelques mètres des lieux du drame, les enquêteurs interrogent aussi des personnes qui ignorent qu'un crime vient d'être commis. Plusieurs chauffeurs routiers qui se trouvaient sur un parking non loin de là ont aperçu un individu suspect. Il courait le long de la voie ferrée. L'individu a disparu de leur champ de vision et quand il est réapparu, il ne portait plus les mêmes vêtements qu'avant. Il s'est dirigé vers une moto qui était garée sur le trottoir d'en face. L'un des témoins a trouvé son comportement tellement suspect qu'il a traversé la rue pour s'approcher de l'homme. L'individu s'est retourné et l'a regardé. Il portait un casque de moto noir avec une visière teintée qui lui cachait le visage. Impossible de l'identifier. Le chauffeur routier a tenté de relever le numéro de la plaque d'immatriculation et il l'a noté sur une barrière. Et ce qui intrigue les enquêteurs, c'est que le témoin n'ait parlé à aucun moment d'un fusil à pompe. On a fouillé les environs pour voir s'il ne s'était pas débarrassé de l'arme. Et on n'a rien trouvé. L'auteur du meurtre était vraisemblablement quelqu'un d'intelligent. Il semblait avoir préparé son crime très minutieusement. Les enquêteurs étaient découragés car ils n'avaient trouvé aucun indice. Ça semblait être l'œuvre d'un tueur à gages. Mais qui pouvait bien en être l'auteur? Située dans l'État de Washington, Tacoma est une ville ouvrière au sud de Seattle. C'est un important centre ferroviaire et portuaire. Mais dès le début des années 90, la ville devient tristement célèbre pour une autre raison. Tacoma était considérée comme la ville la plus dangereuse des États-Unis. Elle était le théâtre d'une guerre des gangs. Il ne faisait pas bon y vivre. Il y avait beaucoup de meurtres liés au trafic de crack. Bob Henry aurait-il été la victime d'un règlement de compte entre trafiquants? D'après les premiers résultats de l'enquête, Bob Henry n'avait aucun lien avec ce genre d'activité criminelle. L'inspecteur Yerbury suit la seule piste dont il dispose. Le numéro incomplet de la plaque minéralogique de la moto du tueur. Il consulte le registre des immatriculations, sans succès. Mais il ne compte pas en rester là. On a déployé beaucoup de moyens pour tenter d'identifier cette plaque minéralogique. J'ai même sollicité l'aide de collectionneurs aux 4 coins du pays. On a publié les informations sur plusieurs sites internet, mais ça n'a rien donné. Je pense que c'était une fausse plaque. Sa seule piste ne mène donc nulle part. La famille et les proches de Bob Henry ainsi que bon nombre d'inconnus assistent à son enterrement. Lors de la cérémonie, la salle était pleine à craquer. Des gens qui ne le connaissaient pas sont venus y assister pour apporter leur soutien à sa femme. Environ 800 personnes sont venues. Tout ça est un peu flou car j'étais sous calmant. Mais recevoir autant de soutien, c'était une bénédiction. L'émotion est forte pour Paula. Elle était en couple avec Bob depuis le lycée.
À l'époque, je fréquentais quelqu'un d'autre. Et Bob était venu me dire, tu vas le larguer pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. On a commencé à passer beaucoup de temps ensemble. Tout se passe à merveille. Ils se marient et leur avenir ne pouvait être que radieux. Après 10 ans de vie commune, Bob et Paula sont toujours fous amoureux l'un de l'autre. Elle aimait bien le taquiner. Bob avait la réputation de toujours garder son calme, et seule Paula parvenait à le titiller. C'était drôle. Elle était très amoureuse. C'était pour la vie. Mais après 12 ans passés à la brigade criminelle, l'inspecteur Yerbury sait qu'un mariage heureux peut parfois cacher de lourds secrets. Quand un meurtre a lieu, c'est normal de suspecter le conjoint de la victime. Les policiers ont tout de suite vérifié si une assurance vie avait été souscrite au nom de Bob. Et c'était le cas. En cas de décès de son conjoint, Paula aurait pu percevoir 150 000 $, un peu plus de 100 000 euros. Ils ont examiné la police d'assurance. Bob voulait devenir pilote d'avion. Et c'est très difficile pour un pilote de souscrire à une assurance vie. Bob était quelqu'un de très prévoyant. Il n'y avait donc rien de suspect dans cette démarche. Alors, Paula avait-elle une raison de souhaiter la mort de son mari? Y avait-il des éléments de leur passé dont nous n'étions pas au courant? J'ai répondu à toutes leurs questions, de la manière la plus détaillée possible. Ils m'ont demandé s'il y avait eu des histoires d'adultère. Mais ce n'était pas le cas. Paula et Bob s'aimaient inconditionnellement. L'inspecteur Yerbury ne voit aucune raison de soupçonner la jeune femme. Ils étaient heureux, ils étaient amoureux. C'était un couple sans histoire. Convaincu de son innocence, l'inspecteur demande à Paula qui aurait pu en vouloir à son mari. J'ai répondu Larry Shandola. Je ne voyais personne d'autre. Ça ne pouvait être que lui. Larry Shandola et Bob étaient amis de longue date. Ils avaient même monté une affaire ensemble. Larry et Bob achètent une maison dans le but de la revendre avec une plus-value. Bob avance l'argent et Larry s'occupe des travaux. Bob est un type plutôt détendu et il fait preuve de patience. C'est dans sa nature. Larry est plus autoritaire et dirigiste. Il veut tout contrôler. Au bout d'un moment, ils finissent par se brouiller. J'en ai ras-le-bol. Ils décident définitivement de mettre fin à leur projet. Peu de temps après, Bob et Paula se retrouvent à un dîner en compagnie des Shandola. Mais la soirée va prendre une tournure inattendue. C'était une soirée de Nouvel An, organisée par des amis communs. On passait un bon moment. Et Larry a commencé à se comporter de manière étrange. Larry a proposé 10 000 $ à Bob pour regarder ma poitrine. Ça a rapidement tourné au vinaigre. La soirée a complètement dégénéré. Bob a fini par lui dire « Arrête, ça suffit comme ça. » C'est bon. Je ne comprends pas. Larry est parti dans la cuisine. Bob a voulu aller le calmer. Bon, je vais lui parler. Tout d'un coup, on a entendu Larry s'emporter. Espèce d'ordure! Il a frappé Bob si brutalement qu'il a perdu plusieurs dents. Je n'avais jamais vu ça. Bob était en train de saigner.
Très en colère, Bob décide de poursuivre son ancien associé en justice. Il lui réclame 9 400 $ de dommages et intérêts, soit un peu plus de 6 000 €. Le dîner qui devait les réconcilier met définitivement fin à leur amitié. Paula Henry pensait que son mari avait été tué à cause de cette histoire. Les policiers se rendent chez Larry Chandler qui leur ouvre la porte avec un verre de vin à la main. Quand on lui annonce que Bob a été assassiné, il répond « Je suis désolé de l'apprendre ». Larry Chandler refuse de parler à la police. Il n'y a aucune preuve contre lui et le différend qui l'oppose à Bob n'est pas un motif suffisant pour le soupçonner. Le fait que Larry Chandler se soit disputé avec Bob Henry ne voulait pas dire que c'était lui l'auteur du meurtre. Seule la femme de Larry accepte de parler à la police. Elle veut prendre la défense de son mari. On lui a demandé si elle savait où son mari se trouvait au moment du crime. Et elle nous a répondu qu'il était allé rendre visite à l'une de leurs amies. Rita Peck était une femme d'un certain âge qui habitait dans leur quartier. Et d'après le couple, ils étaient devenus très proches. Tout va bien. On a interrogé Rita le jour même. Elle a confirmé que Larry lui avait rendu visite vers 17h15 ce jour-là. Elle se souvenait de l'heure à cause d'un programme qui passait à la télé à ce moment-là. Grâce à cet alibi, Larry est mis hors de cause. Aucun suspect, pas de mobile et très peu d'indices. L'enquête piétine. Les policiers n'avaient aucune piste concrète. Qui pouvait bien avoir une raison de vouloir sa mort? Il devait sûrement y avoir un lourd secret derrière tout ça. La police avait fouillé l'ordinateur de Bob. Peut-être avait-il une liaison secrète, ou des dettes de jeu, ou peut-être était-il impliqué dans une activité illégale. Qui aurait pu vouloir tuer un type aussi gentil? Mais il n'était peut-être pas si gentil que ça. On n'a absolument rien trouvé qui puisse nous mettre la puce à l'oreille. Il était blanc comme neige. Si sa vie personnelle était irréprochable, pouvait-on en dire autant de sa vie professionnelle? Les enquêteurs ont voulu savoir si quelqu'un à North Coast Electric pouvait en vouloir à Bob Henry. On a interrogé ses collègues et les gens qui le côtoyaient. Il était très impliqué dans son travail et très consciencieux. Il me semble que son patron avait même dit de lui qu'il était l'un des éléments les plus prometteurs de l'entreprise. Bob a même été promu à un nouveau poste. Seul ombre au tableau, il avait dû licencier 2 employés. Ils auraient eu des raisons de lui en vouloir. Mais il s'avérait que l'un des employés avait retrouvé du travail et que l'autre comprenait sa décision. Paula ne comprend pas pourquoi la police ne concentre pas ses recherches sur Larry Chandler, l'homme qu'elle pense être le coupable. J'appelais Bob Yorbury 3 ou 4 fois par jour pour lui offrir mon aide. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je me rendais régulièrement au poste de police et je leur passais des coups de fil. Je voulais faire tout mon possible pour faire avancer l'enquête. Elle était évidemment anéantie suite au drame qu'elle avait vécu. Mais elle était déterminée à aider les enquêteurs et n'a jamais perdu espoir. Elle voulait à tout prix que le meurtrier paye pour son crime.
Paula n'a qu'une obsession, envoyer Larry Shandola, qu'elle croit coupable, derrière les barreaux. Je me demandais ce qu'était devenue la moto. Je me disais qu'il l'avait peut-être jetée dans la rivière. J'ai engagé des plongeurs pour vérifier. Mais ils n'ont rien trouvé. Malgré tous les efforts déployés, les enquêteurs n'avançaient pas. L'enquête était au point mort. On m'avait confié d'autres enquêtes, mais le dossier du meurtre de Bob Henry était toujours sur mon bureau. Un détail important m'avait-il échappé. Bob Yarbury continuait à retourner l'affaire dans tous les sens, dans l'espoir d'avoir une révélation. Il passait des heures à sillonner la voie ferrée près de North Coast Electric pour essayer de trouver une nouvelle piste à suivre. Malgré l'implication de l'inspecteur, cette enquête n'est plus la priorité de la police. Paula est folle de rage. Je ne comprenais pas. J'ai appelé le procureur pour lui dire « Pourquoi vous ne faites rien ?» J'avais beaucoup de respect pour Bob Yarbury. Et je lui faisais confiance quand il me disait qu'avec un peu de patience, il finirait par attraper le coupable. Mais Paula ne veut plus attendre. Elle décide de découvrir elle-même qui a tué son mari, avec ou sans l'aide de la police. Ses recherches sur Larry Shandola l'amènent jusqu'aux îles Vierges britanniques. Sur place, j'ai rencontré des amis de Larry, des gens peu fréquentables, pour trouver des informations sur son passé. Je n'étais pas rassurée. Je pensais que j'allais me faire tuer. Je suis encore étonnée d'en être revenue vivante. Malgré les risques qu'elle prend, aucun indice ne vient confirmer ses soupçons. Pourtant, 2 ans et demi après le drame, Paula se sent à son tour menacée par celui qu'elle pense être le meurtrier de son mari. Paula Henry se plaignait d'être harcelée par Larry Shandola. Il la suivait partout. Larry essaierait-il de dissuader Paula de poursuivre ses recherches? Non seulement son mari a été assassiné de sang-froid, mais l'homme qu'elle pense être le coupable fait de sa vie un enfer. Il connaissait mon emploi du temps et me suivait partout où j'allais. Quand je mangeais au restaurant, il était là. Il me rendait folle. J'avais peur pour ma vie. 2 ans et demi après le meurtre de son mari, les recherches de Paula Henry mettent sa vie en danger. Si à l'époque du meurtre, Larry Shandola avait refusé de parler aux policiers, son comportement suspect vis-à-vis de la jeune femme permet aux enquêteurs de l'interroger à nouveau. Avec mon partenaire, on avait voulu lui poser quelques questions sur Bob Henry. C'était l'occasion pour lui d'être lavé de tout soupçon. Mais Shandola refuse toujours de répondre. Alors, Paula poursuit ses investigations. Elle décide d'offrir une grosse récompense à toute personne susceptible de lui fournir des informations. J'avais fait installer un panneau juste à côté du lieu de travail de Larry, pour qu'il voie le visage de Bob tous les jours. Je voulais que tous ses collègues de travail sachent qu'il y avait une récompense à la clé. Mais Paula dépense son argent pour rien. Les appels à témoins ne donnent aucun résultat. Découragée, elle se plonge dans son travail. Mais là encore, tout lui rappelle sa vie d'avant. On devait construire un pont ferroviaire. Le pont sur lequel travaille Paula se trouve sur la ligne ferroviaire par laquelle le tueur s'est échappé. Ce lieu lui rappelle chaque jour le meurtre de son mari. J'étais sur cette voie ferrée presque tous les jours.
Je devais y rencontrer des collaborateurs. Et parfois c'était très pesant. J'avais sous les yeux le grillage près de l'endroit où le tueur était reparti sur sa moto. Et je ne faisais part à personne de ce que je ressentais. La construction du pont nécessite le débroussaillage d'une partie de la voie ferrée. Ce jour-là, une équipe d'ouvriers était en train de débroussailler la section de la voie ferrée, située près du parking de North Coast Electric, parce qu'elle était complètement envahie par les mauvaises herbes. Des trains allaient bientôt circuler sur ces rails. Il fallait donc dégager le terrain le plus rapidement possible, que tout soit impeccablement nettoyé dans les plus brefs délais. Et les ouvriers vont faire une découverte surprenante. Ils trouvent un fusil à pompe recouvert de terre enfoui dans un buisson. J'ai envoyé le fusil à la section balistique du laboratoire de la police scientifique. Ils ont trouvé une douille vide qui était restée dans le fusil, celle du coup de feu fatal. Elle était identique à celle retrouvée près du grillage. On tenait donc l'arme du crime. C'était une avancée pour l'enquête. Mais c'était également un peu frustrant, parce qu'à l'époque, on avait passé toute la zone au peigne fin sans la trouver. Je ne me doutais pas un seul instant qu'on allait retrouver le fusil. J'étais bouleversée à la vue de cette arme. Ça a été une journée très pénible. C'est la première piste sérieuse, près de 3 ans après les faits. C'est un fusil à pompe modèle Savage Stevens de calibre 12, avec une peinture camouflage. J'ai l'intime conviction que quelqu'un finira par le reconnaître. On a cherché à savoir où, quand et à qui il avait été vendu. Toujours très impliqué, Paula participe aux recherches dans l'espoir de retrouver le propriétaire du fusil. J'étais prête à faire n'importe quoi pour aider. On s'est rendu dans des foires aux armes. Paula a distribué plus de 1000 tracts avec la photo de l'arme du crime en demandant aux gens s'ils la reconnaissaient et s'ils l'avaient eux-mêmes vendue ou achetée. Et un beau jour, ça a porté ses fruits. Un homme s'en est souvenu. Il l'avait vendu. Il y a 5 ou 6 ans. Il nous a dit qu'il avait lui-même peint à la main le motif camouflage sur la crosse du fusil. On a remonté la piste du fusil. 4 personnes différentes l'avaient eu en leur possession. Le dernier propriétaire connu nous a dit qu'il l'avait revendu à une foire aux armes. Qui en a fait l'acquisition? Les enquêteurs tiennent peut-être un nouveau suspect. L'acheteur était un homme blanc d'une quarantaine d'années avec les cheveux bruns. Larry Chandola correspond à la description et il est membre du club de tir où la vente a eu lieu. Ces éléments permettent aux policiers d'obtenir un mandat de perquisition pour fouiller son domicile. Les enquêteurs ont trouvé chez lui un casque de moto intégral noir qui correspondait à celui décrit par les témoins. Ils ont également trouvé des vêtements semblables à ceux du tueur, une combinaison intégrale, ainsi que plusieurs chemises à carreaux en flanelle, similaires à celles portées par le tueur au moment de sa fuite à moto. Il n'y avait aucune preuve formelle, que des preuves indirectes. Il fallait donc que le dossier d'accusation soit particulièrement solide. Dans le droit américain, il faut fournir la preuve de la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Il faut donc attendre d'avoir suffisamment de preuves. Ce qu'il manque aux enquêteurs, c'est un mobile.
L'altercation entre les deux anciens associés et les poursuites judiciaires qui ont suivi ne suffisent pas à justifier un meurtre. Les policiers sont dans l'impasse. Mais l'affaire va connaître un nouveau rebondissement. 2 anciens collaborateurs de Chandler viennent se confier à la police. Les enquêteurs apprennent que Larry leur avait offert la somme de $2000 pour tabasser Bob Henry. Larry avait pris contact avec les 2 hommes juste après la plainte déposée par Bob Henry. Un témoin l'avait vu se frapper la paume de la main en répétant « Je vais me le faire, je vais me le faire ». Larry Chandler serait-il passé à l'acte? Bob Henry a-t-il été assassiné à cause de la plainte déposée contre son ami? Après plus de 4 ans d'enquête, la police de Tacoma tient un suspect. Et même s'ils ignorent toujours le mobile, les enquêteurs décident d'inculper Larry Chandler pour meurtre. On avait placé son domicile sous surveillance. Et quand il est sorti de chez lui, je l'ai informé qu'il était en état d'arrestation pour le meurtre de Bob Henry. Près de 6 ans après les faits, Larry Chandler se retrouve face à la justice. Larry Chandler est d'un tempérament colérique. C'est un homme malveillant. Il a une très haute estime de lui-même. Je m'étais préparée au pire. Si jamais il était jugé innocent, je comptais déménager. J'avais déjà rédigé ma lettre de démission. J'allais quitter la ville le plus vite possible. J'étais très inquiète. J'étais très émue le jour du verdict. Après 5 semaines de procès et 5 jours de délibération, le jury reconnaît Larry Chandler coupable d'homicide volontaire. Paula était assise derrière moi. Ça a été un vrai soulagement pour elle. Elle savait que justice avait été faite. Ça a été l'enquête la plus longue de toute l'histoire de la police de Tacoma. Une enquête qui n'a pourtant jamais révélé le mobile du crime. Plusieurs années après avoir découvert elle-même le meurtrier de son mari, Paula ne sait toujours pas pourquoi Larry Chandler a tué Bob Henry. Notre émission est maintenant terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Chronique criminelle sur Interne.